Merci, Dr Berri. Tout d'abord, ne comptabilisez pas ça sur mon temps. Je tiens vraiment à remercier professeur Belkhadir pour l'organisation de ces journées, pour la qualité des présentations et le niveau des orateurs, et aussi pour le choix du programme qui est en même temps, qui est très diversifié et très complémentaire. Vraiment, je tiens à vous remercier, vous, de façon particulière. Je tiens aussi à remercier tous les profs, tous nos experts qui sont ici présents et qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas pu venir ou qui relèvent d'autres domaines, notamment pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter au ministère de la Santé dans énormément de choses, l'élaboration des stratégies, l'élaboration des protocoles, l'élaboration des RBPM, et ils nous accompagnent même pour la formation continue, aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau des régions. Et là, je pourrais commencer. Donc là, tout de suite, ma présentation, il y a une bonne partie de ce que je vais vous présenter a déjà été présenté le long de cette journée, de point de vue chiffres, de point de vue contexte international et national. Mais je tiens vraiment à vous me présenter des choses d'un autre angle de vue. C'est la santé publique. Et ça répond directement à des questions qui ont été soulevées par professeur du CHU de Oujda en matière de système d'information et en matière de centre de référence. Je vais vous présenter des choses dans ce sens. Ça fait partie du parcours coordonné de la filière de soins du diabétique. Mais je rebondirai sur ce qu'a dit professeur Moulay Tahar El-Alaoui, principalement par rapport à la prévention. Sachez que pour un pays comme le nôtre, la prévention, je le dirai au début et je le redirai à la fin, la prévention reste la stratégie la plus efficace et la plus efficiente surtout pour lutter contre les maladies de façon générale, les maladies non transmissibles de façon encore plus ciblée et le diabète de façon encore plus ciblée comme maladie non transmissible. Donc, sans trop tarder, je vais vous placer dans un contexte, parce que le ministère de la Santé s'engage dans un contexte international. Ça a été présenté par Dr Berri. Je ne vais peut-être pas m'étaler, mais je vais vous placer aussi dans un contexte et des engagements du gouvernement et du ministère de la Santé à l'échelle nationale. Une idée sur les données épidémiologiques plutôt à l'échelle nationale, pour vous parler du programme de lutte contre le diabète. Et bien sûr, la filière de soins et le parcours du diabétique fait partie de ce programme pour finir par un certain nombre de défis. Donc, rapidement, comme vous le savez tous, ça a été dit et redit ce matin, c'est la première maladie non transmissible retenue depuis 2006 par une déclaration des Nations Unies et non pas de l'OMS. C'est un niveau d'engagement supérieur. Et puis, le diabète s'inscrit au sein de l'ensemble des maladies non transmissibles qui ont fait l'objet de déclarations politiques de très haut niveau en 2011 et dernièrement en septembre, il y a une année en septembre 2018. Je rappelle l'objectif 3 des ODD et notamment la cible 3.4 qui demande à ce que l'ensemble des États membres s'engagent à réduire d'un tiers par la prévention et le traitement, bien sûr, le taux de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles. Les 9 cibles dont a parlé Dr Berri, c'est les 9 cibles fixées par l'OMS à l'horizon de 2025. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais vous présenter les cibles qui ont été retenues pour le Maroc. Le contexte national, c'est un ensemble de stratégies qui sont élaborées. Je citerai à titre d'exemple les plans stratégiques du ministère de la Santé, plans sectoriaux, le plan Santé 2025, le tout dernier qui a été lancé en fin 2018, le plan d'action de la direction de l'épidémiologie 2018-2019 qui héberge la division des maladies non transmissibles. Et la stratégie, le dernier plan, c'est la stratégie nationale multisectorielle de prévention et contrôle des maladies non transmissibles 2019-2029. Alors, toujours par rapport, les autres chiffres, ça a été dit tout à l'heure, alors les données à l'international, nous avons 5%, voire 6%
de prévalence chez les adultes âgés de 20 ans à 79 ans qui présentent un diabète, ce qui représente 425 millions d'individus âgés de 20 ans à 79 ans. Nous avons 5 millions de décès dus au diabète à l'échelle internationale. Nous avons 1 106 000 enfants et adolescents touchés par cette maladie. Nous avons 132 nouveaux cas qui sont diagnostiqués annuellement. Qu'en est-il à l'échelle nationale? Les dernières données, c'est les données de l'enquête Stepwise, c'est une enquête nationale et qui a montré que nous avons 10,6% de prévalence des diabétiques chez les adultes marocains âgés de 18 ans et plus. Nous avons 10,4% des personnes en prédiabète qu'il faut prendre en considération et prendre en charge. Nous avons 50% des diabétiques qui méconnaissaient leur statut. 56% des diabétiques sont hypertendus et 20% des diabétiques, 20% d'obésité, et sachant très bien que le lien entre obésité et diabète n'est plus à prouver. Le diabète reste la première cause de cécité, le diabète est la première cause d'insuffisance rénale chronique terminale, le diabète est la première cause d'amputation des membres inférieurs. Une idée sur le fardeau économique à l'échelle nationale. Et là, c'est les sous-comptes nationaux qui ont été faits avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, sur les 5 593 millions de dépenses en santé, seuls 777 millions sont destinés pour les maladies non transmissibles, sachant qu'on se fixe, sachant que nous avons comme mortalité 80% au Maroc, 80% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Dans ce chiffre, 14% des dépenses vont aux maladies non transmissibles du total du budget de la santé, et dont 50% sont assumés par les ménages. Une autre information, c'est que chez 3% des personnes couvertes par l'AMO consomment 50% du budget total de l'AMO. Et dans ces 50%, 73% relèvent ou c'est des dépenses qui couvrent les maladies non transmissibles, avec 26%, 26,40% pour l'insuffisance rénale chronique, ça a été dit ce matin, 24% pour les tumeurs malignes, 11,7% pour l'HTA et 11% pour le diabète. Encore une information, la distribution de ces dépenses ou la distribution de ce budget, il se fait en fonction des différentes pathologies, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les BPCO, et nous voyons qu'une grande partie, elle est destinée au curatif. Or, continuant comme ça, on n'aura jamais d'impact sur ni la morbidité, ni l'incidence, ni la mortalité. Et seuls 4% de ces dépenses sont destinées à la prévention. Sur cette base, ce contexte, ces données épidémiologiques, ces données économiques, nous avons monté, nous avons révisé le programme qui est un des programmes les plus anciens du ministère de la Santé. Il remonte à 1996. Parmi les maladies non transmissibles, il y a d'autres, bien sûr, les autres maladies, étant donné la transition épidémiologique, on s'est pensé depuis un demi-siècle, voire plus, sur les maladies infectieuses. Mais parmi les maladies non transmissibles, le programme de lutte contre le diabète est un des premiers programmes des maladies non transmissibles et qui a pour vision de mettre en place des interventions de santé publique accessibles et de qualité qui seront établies selon une approche participative visant la prévention et le contrôle du diabète et de ses complications, avec des valeurs qui sont l'équité dans l'offre de soins, quel que soit le milieu où habite, rural ou urbain, et quelle que soit la ville où réside la personne, la qualité dans la prise en charge et la solidarité, notamment en faisant allusion à la couverture sanitaire universelle. L'objectif général est de réduire la morbidité
les incapacités et la mortalité prématurée due au diabète et à ses complications. Les populations cibles, et là aussi, il y a la population générale à laquelle on destine tous les messages de sensibilisation, de point de vue prévention, l'alimentation saine, l'activité physique et autres, et une population cible qui nécessite un intérêt ou de se pencher de façon un peu plus proche et plus appropriée. Ce sont les diabétiques eux-mêmes, quand ils arrivent à un stade où ils sont déjà diagnostiqués diabétiques, qu'ils soient enfants ou adultes. Les prédiabétiques et les données épidémiologiques prouvent qu'il faut absolument se pencher et prendre en considération cette population prédiabétique, les personnes à haut risque, telles que les femmes enceintes, les femmes ayant des antécédents de diabète gestationnel, les femmes ayant accouché d'un macrosome, le diabète familial de premier degré, les hypertendus et les sujets et toute personne âgée de plus de 45 ans, étant donné que le diabète de type 2 apparaît au-delà de 45 ans. Et bien sûr, comme j'ai dit, la population générale principalement tout ce qui est aspect de communication et d'éducation et de sensibilisation. Les axes du programme, ils sont au nombre de 6. Alors, d'abord, c'est la prévention primaire, et avec, bien sûr, tout l'aspect de promotion de la santé, le dépistage et le diagnostic, l'amélioration de la qualité de la prise en charge en se basant sur des protocoles bien standardisés et bien codifiés que les sociétés savantes nous aident à mettre en place, une bonne gouvernance à tous les niveaux, la mise en place d'un système de suivi et évaluation, et là c'est très très important, et j'en profite parce que je sais que parmi nous, il y a des professionnels de santé qui sont au niveau des centres de santé, des hôpitaux, qui ne connaissent pas la valeur du système d'information, alors que ils trouvent ça une surcharge de travail, alors que ça, il est d'une valeur capitale pour baser et pour justifier toute la planification et tous les besoins dont eux vont bénéficier par la suite. Pour qu'on puisse acheter convenablement et correctement le médicament, il faut qu'on sache combien de diabétiques, combien de personnes sont suivies et bien d'autres. Ça, c'est juste à titre d'exemple pour vous donner, vous expliquer l'importance du système d'information et des statistiques que vous êtes amenés à remplir à la fin de chaque mois de façon soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit mensuelle, soit trimestrielle, et bien sûr avec un rapport annuel. Et bien sûr développer la communication parce que ça reste le canal pour toucher l'ensemble de la population. Rapidement, je passe à quelques réalisations avant de vous présenter et la filière de soins et le parcours coordonné ou le projet de parcours coordonné. Alors sachez que, comme je l'ai dit, le contexte dans lequel on travaille, c'est la stratégie nationale multisectorielle. Et dans cette stratégie, le diabète fait partie de cette stratégie et il bénéficie de toutes les actions qu'on est en train de mettre en place pour lutter de façon transversale et de façon efficiente sur toutes ces maladies non transmissibles. Donc la stratégie a été lancée début 2019, le 15 février 2019, et par la suite, il y a eu l'élaboration d'une charte où on implique tous les départements concernés, ou une bonne partie, je dirais, des départements concernés, parce que comme vous le savez tous, la multisectorialité, certains aspects de prévention n'est pas les prérogatives du ministère de la Santé, ne se font pas forcément ou directement, ne sont pas la mission première du ministère de la Santé. Donc d'autres départements, quand on parle de l'étiquetage, quand on parle de la normalisation des produits alimentaires, c'est d'autres départements, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est l'ONSA, c'est d'autres partenaires. Quand on parle d'un environnement favorable pour l'activité physique, c'est les terrains de sport, c'est les pistes cyclables, et là aussi c'est d'autres départements qui doivent intervenir, tels que l'habitat, la politique de la ville. Et quand on parle d'un certain nombre d'aspects qui relèvent de la prévention, c'est d'autres départements qui doivent mettre la main dans la pâte et la main dans la main avec le ministère de la Santé pour pouvoir concrétiser et réaliser et mettre sur le terrain un certain nombre de mesures et d'actions. Et donc, comme je disais, il y a une charte qui a été élaborée et qui a été signée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le 8 avril dernier,
par l'ensemble des gouvernements. Et ce n'est pas que le gouvernement. Il y a eu des instances de haut niveau, telles que l'ONSA justement, et l'AHACA, mais il y avait aussi l'implication de la société civile. Et là, il y avait la société civile, notamment, je citerai la Société marocaine de nutrition, de la santé et de l'environnement, qui est présidée par professeur Heikel. Il y a eu la signature de la Fondation Lalla Selma, qui est un partenaire stratégique du ministère de la Santé en matière de lutte contre le cancer, et d'autres organismes ou organisations non gouvernementales pour faire vraiment des représentations ou des représentativités de tous les secteurs afin de mener à bien cette lutte qui est nécessairement multisectorielle. Toujours dans le cadre des acquisitions ou des principales réalisations. Alors, il y a l'acquisition en matière de médicaments. Alors, on est passé de presque rien du tout en matière de budget à 100 millions qui est alloué annuellement par le ministère de la Santé pour l'achat de l'insuline et qui est maintenant disponible au niveau de tous les centres. Bon, il y a des questions qui vont ressortir relatives aux médicaments qui connaissent quelques ruptures, mais là, c'est pas par rapport au budget, c'est la procédure d'acquisition du médicament qui est dans sa globalité doit être révisée, et ils sont en cours de révision de ces aspects-là pour que les médicaments ne connaissent plus, en tous les cas, le côté que maîtrise le ministère de la Santé, pour que les médicaments, de façon générale, ne connaissent plus ces ruptures de stock. Il y a 77 millions qui sont destinés à l'achat des ADO, 45 millions pour le budget du programme qui est acheté par la direction là où je me retrouve, et 32 millions qui sont destinés au budget de fonctionnement acheté par les provinces. L'acquisition des équipements, d'un certain nombre d'équipements pour assurer le suivi métabolique des diabétiques. Je passe directement à la présentation, et ça c'est un acquis, des filières qui ont été institutionnalisées par une circulaire ministérielle en 2015. Alors les filières telles qu'elles existent maintenant, c'est que les 3 niveaux sont représentés. Nous avons la porte d'entrée qui sont les centres de santé, et à ce niveau, les centres de santé, ils ont un paquet d'activités bien définies, la prévention primaire, le dépistage, la prise en charge, un certain nombre d'actions, d'activités de suivi. Et c'est ça notre premier niveau, qui est en 2 niveaux au fait depuis la sortie de la carte sanitaire. C'est les centres de santé niveau 1 et centres de santé niveau 2. Les centres de santé niveau 2, c'est là où on a essayé de mettre en place les consultations spécialisées, notamment du néphrologue, du cardiologue, de l'endocrinologue, parce qu'au premier niveau, ou là au niveau des centres de santé 1, sachez qu'il n'y a que les médecins généralistes et les infirmiers polyvalents, parfois des sages-femmes. Le deuxième niveau est représenté par les CHR, les centres hospitaliers régionaux et CHP. Le troisième niveau, comme vous le savez tous, c'est les CHU. Et bien sûr, à ces 2 niveaux, nous avons le complément de bilan, le complément de bilan nécessaire et de suivi, et bien sûr un suivi spécialisé. Le CHU représente le sommet de la pyramide, et donc là où on doit retrouver l'ensemble des équipements nécessaires pour un bilan complémentaire adéquat et pour une prise en charge multidisciplinaire. Actuellement, en s'inscrivant dans la stratégie du ministère de la Santé, toujours, Santé 2025, il est préconisé de généraliser les centres de référence pour les maladies non transmissibles, dans un double souci. D'abord, pour éviter l'errance du malade, pour avoir une seule référence à l'échelle provinciale, et le deuxième intérêt, c'est de pouvoir sortir ou organiser des consultations spécialisées qui sont très très importantes pour le suivi des diabétiques, notamment là encore l'ophtalmologue, le cardiologue, le néphrologue et bien d'autres spécialités qui seraient souhaitables d'avoir à ce niveau. Et bien sûr, les CHU de cette façon, les CHU constitueront un pôle d'excellence. Et nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, docteur, c'est qu'on a actuellement 3 centres qui sont déjà mis en place avec l'appui d'un très grand partenaire qui est la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Et ils nous ont appuyés pour la mise en place de 3 centres, aussi bien à Mohamedia, à Casa et à Oujda. Et on est en train d'essayer de généraliser ces centres en parallèle selon cet algorithme. Et c'est ce qui représente notre filière de soins
pour le malade ramédiste et pour tout malade qui relève ou qui décide de rester dans le système public. Centre de santé, centre de référence pour les maladies non transmissibles et bien sûr le niveau tertiaire avec éventuellement des pôles d'excellence par spécialité entre les différents CHU. Un troisième aspect, c'est que parallèlement, il y a l'ANAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie, qui est en train de travailler sur le parcours coordonné et qui va devenir obligatoire, où on met en place, c'est au stade de projet où ils ont commencé la réflexion en juillet 2019. Et ils ont élaboré une feuille de route pour l'amélioration justement de la qualité de prise en charge et l'amélioration et la maîtrise des dépenses automatiquement. Le malade ne pourrait plus aller directement vers un spécialiste. Il aura à avoir un médecin de famille, un médecin de première ligne, un médecin généraliste. Et vous l'avez dit ce matin, c'était consensuel, c'est qu'un certain nombre une grande partie des diabétiques peut être gérée par le médecin généraliste, le médecin de famille, jusqu'à un certain degré, bien sûr, le niveau du spécialiste, il va toujours être là. Et donc, ils vont essayer de mettre des garde-fous pour limiter justement les dépenses, et restructurer, recoordonner le parcours du soin, aussi bien dans le système public que dans le secteur public que dans le secteur privé. Actuellement, ils sont en train de constituer une commission qui va être composée par les représentants du ministère de la Santé, les organismes gestionnaires, le Conseil de l'ordre, les différentes représentativités des syndicats, des médecins, spécialistes et généralistes, et l'ANAM bien sûr elle-même. Et ils vont commencer par un projet pilote qui va être évalué avant d'être généralisé et imposé à l'échelle nationale. Alors tout ça, et je vais rapidement passer parce que ça a été présenté tout à l'heure par mes collègues et par nos chers professeurs, c'est qu'au premier niveau, nous essayons de mettre en place dans cette filière, le premier niveau, on essaie de mettre en place et d'outiller et de former nos professionnels de santé sur la gestion du risque, la gestion du malade par le risque cardiovasculaire, l'approche Global Heart qui est centrée sur le patient et qui nous empêche de travailler pas au cas par cas, mais par facteur de risque. Là, on va calculer le risque cardiovasculaire, le risque que le patient a à développer un événement cardiovasculaire fatal, tel que l'infarctus du myocarde, l'AVC, et je passe. Et ça, c'est des fiches, c'est un scoring qui est fait en prenant en considération le fait que le malade soit diabétique ou pas, qu'il soit homme ou femme, en prenant en considération l'âge, la tension artérielle, le cholestérol et bien sûr le tabac, fumeur ou non fumeur. Et en fonction du grade ou le scoring qui va être établi, on se penchera sur les protocoles. Et sachez que rien ne se fait sans l'implication de nos chers professeurs dans l'élaboration des protocoles adéquats et pour la prise en charge et des arbres décisionnels à ce niveau-là. Toujours dans les réalisations, on est en train de mettre en place un système grâce à nos partenaires, un système d'information qui est intégré entre HTA et diabète et qui porte sur le dossier patient et bien sûr qui va être informatisé. Actuellement, on est au niveau de au niveau d'un site pilote avec deux centres de santé qui vont être par la suite évalués avant d'être généralisés. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'importance du système d'information. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un système d'information informatisé, d'avoir un identifiant unique, mais on va y arriver parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau du système d'information. Et j'espère que dans les années proches, on arrivera à avoir un système d'information généralisé et qui génère l'ensemble de l'information, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et aussi bien entre les différents niveaux de prise en charge, ce qui améliorera vraiment nettement la qualité de la prise en charge et l'information relative à tout ça. Un aspect qui est la communication. Alors le diabète a toujours fait l'objet d'un certain nombre de campagnes. Je vais bientôt finir.
pour de sensibilisation par rapport au mode de vie sain et par rapport à l'importance de se faire dépister, notamment quand on a des antécédents familiaux ou autres. Donc juste une information par rapport à l'évolution des malades qui sont suivis au niveau des établissements de soins de santé primaire. Nous avons, à hauteur de 2017, l'année 2017, 823 000 malades aux patients qui sont suivis au niveau des centres de santé. Et je rebondirai ou je répondrai peut-être, professeur Alami, je ne le vois pas dans la salle, mais ça nous renvoie vers la question, les nouvelles molécules, oui, c'est bon, on n'est pas contre la science, mais à quel coût et qu'est-ce qu'on veut proposer à la masse, qu'est-ce qu'on veut proposer à notre population de façon générale et de façon équitable aussi. Donc il y a un aspect de coût par rapport à toutes les nouvelles molécules. Est-ce que ça mérite d'être introduit dans les protocoles reconnus par l'ANAM, reconnus par le programme, pour que ça soit mis à la disposition de nos professionnels de santé, quel que soit le niveau de leur responsabilité et de leur spécialité. Je finirai par ces défis, c'est que 50% des diabétiques ne se connaissent pas diabétiques, seulement 40% sont suivis au niveau des établissements de soins de santé primaires, seulement 12% sont équilibrés, une insuffisance de suivi métabolique. On arrive à assurer juste 10% avec tout le budget que j'ai cité, les équipements qui sont mis en place. Avec tout ça, on arrive à suivre que 10% de nos diabétiques. Bien sûr, il y a un manque énorme en ressources humaines, spécialistes, et même quand ils sont là, j'avais un graphique, mais qui n'était pas actualisé, donc je l'ai enlevé. Pour le nombre des endocrinologues, des cardiologues et des néphrologues, et puis même la répartition. Quand on revoit aussi la disparité entre régions, c'est un deuxième niveau de réflexion. Le manque de formation des médecins généralistes et le mouvement que connaissent les médecins généralistes de mutation et bien sûr, on n'a pas encore de programme bien structuré d'éducation thérapeutique et on a très bien compris que c'était capital et ça fait partie de la prévention primaire, mais ça fait partie aussi de la prise en charge du malade quand il est diabétique. La consultation de la diabétologie pédiatrique qui n'est pas encore vraiment officielle et institutionnalisée, et un système d'information qu'on reconnaît très lourd jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour les cibles à l'échelle nationale, ils ont été un peu adaptés au contexte national et révisés de façon à ce qu'ils soient réalisables à hauteur de 2030. Et donc, je finirai en disant que c'est une épidémie à l'échelle mondiale et au Maroc. Les cas de diabète sont une forte proportion évitable. Donc, on a très bien compris aujourd'hui qu'il y a une grande approche de prévention qu'il faut promouvoir. Nous avons les éléments décisifs pour la riposte et de la riposte à la maladie qui se résume principalement sur un meilleur accès au diagnostic et l'auto-prise en charge. Le malade doit apprendre à s'auto-prendre en charge et bien sûr la multisectorialité, elle va de pair pour réussir et pour lutter contre ce fléau et je vous remercie.